On nous était dans la question OEA, monsieur. Nous avons avec nous là déjà donc l'ancien ambassadeur Edmond Bouchit, lui-même qui est censé donc adresser donc et dans une lettre ouverte, ok, qui lance une initiative donc pour construire un meilleur demain en Haïti, un appel à l'action en soutien à une alternative régionale, une mission interaméricaine pour restaurer la sécurité et la démocratie en Haïti. Ambassadeur Bouchit, bonjour, bienvenue à l'émission Débat comme on est. Bonjour Loco, et un plaisir pour m'avoir comme matin, et bonjour à vos collaborateurs, M. Galette et le député Tatout. Un plaisir pour m'avoir comme matin. Bien, on a regardé d'abord donc position qu'on gagne, qu'on a toujours gagné d'ailleurs, de chaque intervention qu'on fait dans la presse, et puis ensuite on va regarder donc certaines décisions de l'administration américaine, savoir ils ont percé vers l'OEA pour OEA être capable de prendre charge le dossier d'Haïti. Nous allons regarder également donc la position de la République dominicaine. On arrive d'abord donc sous ça ou même où tu as censé proposer une mission interaméricaine pour restaurer la sécurité et la démocratie en Haïti. Ce qui s'allie selon vous-même. Ça le douillé. Écoutez, je pense avant toute considération, je pense comme citoyen haïtien, il faut nous admettre que nous ne pouvons pas arriver là. Très bien. Nous ne pouvons pas dans la situation pour nous chercher assistance de forces étrangères pour aider nous à combattre une situation qui a fait jamais longtemps, qui grandit, qui bat les fruits, que nous avons coupé depuis quelques jours. Je pense que, mais de l'autre côté, il faut nous garder la nécessité, comme État membre fondateur de toutes les organisations internationales et régionales, et qui gagne des instruments et des mécanismes à chaque fois qu'il y a des situations qu'on s'est présentées, pour l'État ça a fait appel à l'aide. Bien. Nous avons fait appel à l'aide auprès des Nations Unies, mais pour des raisons de lutte géopolitique, ou qu'on est au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'est pas arrivé à approuver une résolution qui était autorisée en force de médecins de la paix, jusqu'à ce que nous ayons arrivé dans une formule de mission multinationale avec bénédiction des Nations Unies, mais qui est bien en Haïti. Et mission ça, depuis l'arrivée en Haïti, malheureusement, tout résultat, tout ça nous été projeté, qui a un résultat, nous devons une situation qui est beaucoup plus grave. C'est-à-dire, mission ça, comme nous avons déjà dit depuis des mois, mission ça n'a pas de résultat, mission ça n'a pas allé la logique pour ta résultat. Par contre, nous pas dit qu'il échoué, mais c'est une mission qui est dysfonctionnelle. Je prends cet exemple avant, le pro. Et les deux collaborateurs de Matin Débat. Là, il faut nous rappeler que vous parlez de mission et de force multinationale qui là, bah ouais. Oui, la mission multinationale d'appui à la sécurité qui l'en a. Je prends cet exemple avec vous. Très bien, allez-y. Je prends par exemple l'environnement même de l'aéroport international. Vous pouvez imaginer qu'il y a plus d'un millier de policiers militaires étrangers qui vivent dans l'espace dans l'aéroport là, et la base pas même une initiative qui était à utiliser force même pour la sécurité des périmètres de l'aéroport, qui doit permettre à l'aéroport international de fonctionner normalement. Même ça, il va arriver au fruit. Parce que une mission était venue, on a dit c'était pour la protection des infrastructures vitales. Mais l'aéroport international là, son infrastructure vitale et stratégique. Par exemple, une mesure pour protéger l'aéroport là et cet environnement. Il y a eu un effort de la part des forces armées d'Haïti. On croit que tu fais un pile effort qui te permet au moins de ne pas envahir l'aéroport. Mais qu'il y a là, nous va en 2025, nous avons un aéroport international qui ne va pas fonctionner. Très bien. Donc, et c'est que raisonnement est très juste, et il est vraiment très juste, madame, monsieur. C'est qu'ambassadeur et ancien ambassadeur Edmond Bouchit dit là, même pour l'aéroport là, parce que mission qu'il a, pas oublier que c'est des militaires, des policiers, mais au moins, parce que je dis là, c'est que l'aéroport là, où est que les États-Unis prennent décision, et FAA, donc prennent décision, côté que, ils ont interdit vol
compagnie aérienne donc américaine pour voler donc sur Haïti en fait pour descendre pour atterrir donc dans l'aéroport international tout ça au moins ce minimum au moins mission de capel donc qui s'est sécurisé aéroport là également donc les périphéries. Absolument. Et je pense que et ça c'est déjà un signe qui montre qu'il y a une dysfonctionnalité de cette mission. Moi, je pense qu'il y a là, avec l'arrivée d'une nouvelle administration américaine, il y a une autre approche, une autre lecture, et ils comprennent, ils viennent accepter le fait que cette mission multinationale ne donne pas vraiment les résultats escomptés, ils n'ont pas apporté de solution ça attendement. Marco Rubio pensait que l'organisation des États américains, qui est la plus ancienne organisation qui gagne, et au moins impliquer davantage et pour venir avec une structure qui, pas une structure par le fait, non, mais qui déjà existait et qui était expérimentée déjà en 1965 en République dominicaine, la insurrection civile en République dominicaine, qui était implémentée la force interaméricaine et qui était fait intervention, qui était aidé la République dominicaine à rétablir l'ordre et à prendre contrôle de toute la ligne. Et je pense que cette structure, j'aime dire l'intextement, il y a deux instruments importants qui supportent elle. Et je fais appel à la charte démocratique interaméricaine, qui a été adoptée en 2001, l'Assemblée générale l'OEA, au Pérou. Charte démocratique là, c'est pour cas, c'est même l'État haïtien qui a invoqué chaque fois il y a une menace sur la démocratie, ou du moins la démocratie est en danger, ou du moins le fonctionnement de cette république ou bien de l'État membre, est menacé pour des raisons de sécurité. Toutes ces des provisions qui sont dans la charte démocratique interaméricaine. Le deuxième instrument qui est plus important, c'est le traité interaméricain d'assistance réciproque. C'est-à-dire, bien qu'on entendait et il a parlé de l'OTAN en Europe, qui parle de l'article 5, les pays membres OTAN attaqués ou attaquer tout notre pays. Ça, c'était une copie conforme de l'OTAN qui était dans le traité de Rio, ça nous le traité interaméricain assistance réciproque là, il y aurait le traité de Rio et tout. Il te prévoit les États membres blancs Amérique là menacés ou bien attaqués en État en dehors de l'Amérique ou bien pour d'autres raisons qui menacent sa sécurité, il doit faire appel à ce traité pour apporter l'assistance. Et je pense que c'est dans le cadre de ce traité qu'on avait mis en place cette force interaméricaine de l'OEA qui était aidée en République dominicaine en 1965. Je pense que deux instruments, deux poids juridiques qui permettent de nous expérimenter, parce que, attendez, moi, je vais déjà récemment. Alors, c'est là la question, donc, sous quel cadre juridique et politique que ça a fait? Bien, c'est soit l'État haïtien qui a invoqué la charte démocratique interaméricaine, il demandait assistance à même Jean-Fel, ou du moins n'importe l'autre État qui fait partie de l'OEA, a fait demande là, qui mettait sous table là, et pour que le conseil permanent, ou du moins au niveau de l'Assemblée générale, bon, nous parlerons de l'Assemblée générale bientôt, le mois prochain, en juin. Je pense que probablement c'est une question qui est sous table là. Et parce qu'il faut tout le processus ça, il faut être exploré avant le 15 octobre. Avant le 15 octobre. 15 octobre, ce sera la date de la fin de mandat de cette mission multinationale. Pour répondre si à renouveler, si à transformer en force de paix des Nations Unies ou bien en force de paix de l'OEA, et comment le processus ça fait. Parce que pas oublier s'il a fait au niveau de l'OEA, si nous référons à chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit ça de la coopération régionale, l'OEA n'a pas qu'à prendre une disposition comme ça. Pour contre lui, faudrait-il bien que les biens mis au feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour qu'il avance. Très bien. Ok, maintenant, il y a une mission interaméricaine pour restaurer la sécurité et la démocratie en Haïti. Est-ce que c'est pour remplacer la force multinationale qui est là, ou bien c'est pour venir en soutien donc, à la force multinationale?
Moi, je pense que c'est l'étape beaucoup plus pragmatique pour experts, ouais, comment est-ce que c'est possible d'avoir une sorte de cohabitation de ces deux missions, ou du moins, c'est retirer une méthode parce que cela dépendra de la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que ça me voulait nous rappeler, nous, c'est que dans le dossier des Nations Unies au Conseil de sécurité, il y a ce qu'on appelle le porte-plume, un pays qui porte-plume d'un dossier. C'est-à-dire le dossier haïtien, c'est l'administration américaine qui est le porte-plume du dossier haïtien au Conseil de sécurité des Nations Unies. Très bien. Et les gains pour devoir et pour lui faire toute proposition concernant ce dossier, mais l'essentiel, les autorités haïtiennes, doivent faire en sorte pour faire partie du processus, pour pas être en dehors du processus. Très bien. Parce que leur être en dehors du processus, ou pas participer dans la négociation, ou pas faire partie de eux, et discuter tout bas sans vous, et après, vous gardez au devant, il n'y a pas appliqué, et ça, on va pas dire rien, parce que pas part de notre partie de négociation. Parce que c'est extrêmement important, dans ce premier temps, pour évaluer la proposition américaine, pour le dossier des valeurs, pour ça, il a fait appel à la création de cette force interaméricaine, et en même temps, avec les différents partenaires de l'Amérique, et adhésion et réflexion. Parce que, pas oublier, à l'intérieur de l'OEA, c'est pas tout pays qui fait partie du traité interaméricain d'assistance réciproque. Parce que les traités, ça a été signé, tout pays CARICOM peut coexister comme État. Son traité signé en 1948, en 1947, il est entré en vigueur en 1948. Moi, pour nous, c'est Trinidad à Bahamas seulement. Trinidad devait adhérer en 1962. Et Bahamas en 82. Et au moins 2 pays CARICOM qui adhèrent à traité deviennent censés compenser le problème qui était gagné avec l'absence du Venezuela et le Nicaragua dans l'OEA. Et je pense que de toute manière, et les États membres de la CARICOM, même quand ils n'ont pas adhéré, ils n'ont pas fait partie du traité interaméricain assistance réciproque là, mais du fait qu'ils sont des acteurs actuellement dans la crise, je pense qu'il va la supposer opposer et aller à l'encontre de tel pour apporter support à un tel projet. Monsieur Bouchit. Oui, député. Alors, où se donne là qui attire l'attention, si États-Unis, c'est lui-même qui porte plume, Haïti, eh bien, pour moi-même, le Sahara, et pas ta gain gros intérêt pour Haïti participer tout. Parce qu'on se dit que faut que Haïti fait quand même effort pour le présent. Alors que yo pas porte plume, c'est États-Unis porte plume pour Haïti. Non, député, Haïti. Pas oublier que Haïti n'est pas membre du Conseil de sécurité. De vous pas membre du Conseil de sécurité, pas entrer la réunion du Conseil de sécurité, sauf si il a invité ou bien participer à la réunion. Et encore plus, si vous pas membre, dans le Conseil de sécurité, il y a 2 structures. Il y a une structure de 5 membres permanents, et c'est groupe puissance, il y a une droit de veto. Après, il y a une structure de 10 autres membres non permanents. En tout, il fait 15. Mais si on réunion du Conseil de sécurité, dossier haïtien, ça peut arriver à inviter l'administration ou du moins les autorités haïtiennes à participer. Mais là, nous porte-plume, non? Porte-plume, c'est-à-dire c'est ce pays qui gère ce dossier au niveau du Conseil de sécurité. Et cela voudrait dire que les gains et pour traiter le dossier avec les autres partenaires à l'intérieur du Conseil, mais ça peut arriver aussi et une réunion côté notre mission permanente aux Nations Unies, de participer, de gagner position du gouvernement haïtien et avant toute adoption de toute résolution ou bien de tout document, ça peut arriver, il y a 10 pages sur lui, il y a des positions pages sur lui représentant son gouvernement. Très bien. Ok. Et ambassadeur Edmond Bouchit, il faut qu'on dise que jusqu'à présent, peuple haïtien, il est accroché à des émissions comme Matin Débat, pour qu'on comprenne
ça va passer dans le pays. Et je pense que son occasion nous avons avec au matin pour chercher lumière sur quelques décisions qu'il prend. On en lit. Le gouvernement américain, dans le mois de mai, a déclaré gang d'organisation terroriste. Et ça, son gros décision. Maintenant, sur le plan politique, qui ça a changé en Haïti? Bon, encore une fois, c'est une situation que nous pas de là-dedans. Une fois que c'est un État et l'administration américaine déclaré ou du moins mettait étiquette sur des organisations dans le pays, dans l'État, ça, étiquette de terrorisme qui a des sites d'activité transnationales. Et là, il y a une grosse menace. Est-ce que ça doit à États-Unis pour faire des interventions à n'importe quel moment? Donc on a été sur question. Normalement, ça va le droit. Parce que, pas oublier les États-Unis, quand il s'agit de garantir sa sécurité intérieure, ils doivent évoquer le dos for national security reasons. Pour des raisons de sécurité nationale. Ils peuvent faire n'importe ça. Il ne faut pas tête nous mentir. Les États-Unis sont en puissance, ils ont une hégémonie sur toute la région, ils peuvent déterminer fait. Mais ça peut arriver pour des raisons politiques. L'administration en place n'est pas où elle est nécessaire pour faire une intervention militaire, sauf si vraiment il y a des situations qui menacent sa sécurité intérieure, parce que l'oublier Haïti, dans le giron de la Floride. Mais, certainement, décision ça, il a bien des répercussions négatives sur la République d'Haïti, parce que il pourra montrer sur toute recherche où un investisseur étranger a fait venir le balouet que son pays qui a aussi des groupes qui ont un terrorisme international. Parce que tout le là où arrive dans la situation, quand on rentre en business avec une institution ou bien une entité qui a une certaine connexion avec une organisation qui est une entité terroriste, après tout d'un coup, investisseur étranger ça ou bien investisseur haïtien ça, il tombe sur le coup de monde qui a financé le terrorisme international. Très bien. C'est-à-dire qu'il crée toute une série de paramètres qui ont un pile prudence en termes notamment pour le secteur bancaire haïtien. Le secteur qui va gagner des incidents sur lui. Qui va gagner des incidents sur lui. Donc, si ça, est-ce que ça a fermeture des banques? Bon, par contre, c'est la fermeture des banques, mais on va trouver des banques qui vont être beaucoup plus prudentes. La question de gestion des fonds et transfert de fonds internationaux et correspondance bancaire ou qu'arriver à des banques aux États-Unis qui veulent bien correspondance avec une banque en Haïti, il va poser une question, il va demander beaucoup plus de conditions. C'est que ça va rendre une série de processus beaucoup plus difficiles, même parfois elle arrive à fermeture, dans la mesure où la banque n'a pas fait un bagage qui est grave, qui viole la loi internationale, mais les cas viennent rendre, il y a beaucoup plus de mesures de sécurité, de mesures de vérification avant toute opération de coopération avec les banques étrangères. Et nous-mêmes, tous citoyens haïtiens, nous sommes dans une situation côté, par exemple, pour aller dans notre pays, pour faire notre activité, pour vendre un visa dans notre pays, ou quand on passer dans beaucoup plus de questions, ou quand on passer dans beaucoup plus d'investigations. Parce que pour nous connaître affinité, est-ce que vous n'avez pas affinité avec le groupe terroriste? Parce que vous l'oubliez. Une fois que les États-Unis déclarent le groupe là, ou bien une entité du terrorisme international, l'information, ça va aller à travers le monde. Très bien. Très bien. Ok. Là, nous avons des dangers qui y parce que justement, je dis là, nous pas de gain doit arriver là. La situation étant ce qu'elle est, c'est que nous arrivons là. Maintenant, comment s'en sortir? Là, on pays gagne une étiquette d'organisation, en fait. Il y a la Kaili, des organisations qui gagnent étiquette de terroristes la Kaili. Et comment nous sommes capables de sortir là-dedans? Est-ce qu'on bataille diplomatique seulement suffit? Ou du moins, est-ce que pour nous sortir dans ça, ça demande pour nous sortir là-dedans? Parce que nous, on entre déjà. Elle dit que nous entrons déjà. Il est important pour nous. Nous déjà là. Maintenant, comment on peut sortir? Bon, la bataille est d'abord est en même temps politique et diplomatique. Parce que et tout, je pense que c'est important.
pour bon côté et à nous qu'à faire des investigations, du moins faire des conversations avec des pays qui vivent l'expérience ça déjà, côté qui étaient des groupes qui étaient déjà indexés comme des groupes qui font partie du terrorisme international. Très bien. Pensez nous qu'à vérifier avec eux comment, c'est-à-dire les bonnes pratiques, comment ils ont géré ça et comment ils étaient arrivés résoudre le problème pour étiquette ça sorti pour les États-Unis rendre compte que ce groupe qui a été étiqueté de terrorisme international n'existe plus. Okay. Ou du moins ce groupe ça disparaît. Ou du moins le problème ça n'existe plus. Par contre, il y a nécessité de faire retrait, ou du moins de retirer l'étiquette ça, parce que les États-Unis fait plusieurs fois déjà. Très bien. Et des groupes qui étaient déclarés qui étaient étiquetés de terrorisme international, mais qu'on y a qui ne sont plus. Il n'y a pas d'étiquette ça encore. Je pense que le travail là, non seulement politique, mais aussi diplomatique, faudrait-il bien que il y ait des efforts, ça peut me parler de politique là, pour qu'il y ait des signaux, des efforts qui montrent que une bataille essentielle et acharnée qui mener contre l'insécurité, contre les bandes armées, volonté politique là, mais là encore, je pense que Haïti a une opportunité. Des cas où dans quelle mesure il a renforcé sa coopération au niveau de la sécurité, parce que si je dis à Audi, il y a des groupes terroristes là quand même, on va pas admettre avec que Haïti n'a pas tous les moyens pour combattre le terrorisme international. C'est clair. Et par contre, là, pays ça a déjà gagné expertise, qui déjà connaît comment lutter contre le terrorisme. Il revient maintenant à la République d'Haïti de solliciter ses assistances et ouais, comment il peut non seulement renforcer ses structures de sécurité, la police nationale, les forces armées d'Haïti, et si force américaine n'a bien l'y adopté, on a déjà prévoit une structure, ça veut dire une componente en dedans qui parle traiter du terrorisme international, qui parle des unités d'élite antiterrorisme, qui parle là toute formation davantage à nos policiers et aussi à nos militaires. Ou bien même s'il le faut, pour nous créer une entité, une unité spécialisée antiterrorisme. Je pense que c'est un avantage, qui va venir avec un effet négatif sur nous, mais on doit profiter aussi des autres aspects, des avantages qui sont là, pour nous profiter de ça, pour nous dans quelle mesure nous renforcer la capacité de nous comme État dans la lutte contre le terrorisme international. Très bien. En tout cas, on a allé pour nous et on a gardé en fait dossier Haïti et il y a une force multinationale qui gagne le Kenya comme leader force et le secrétaire d'État américain, l'ancien sénateur Marco Rubio, déclare, il ouvertement dit que force qu'il a, il n'est pas capable, il n'est pas suffi et ça fait que États-Unis pensaient que Jodia avec l'OEA, donc il est capable d'arriver et constituer l'autre force qui vous vient en soutien à force multinationale là. Maintenant, le gouvernement kenyan, le ministre des Affaires étrangères kenyan, t'est déplacé, il vient visiter la République dominicaine avec l'objectif clair. Il y a un protocole d'accord qui signe entre la République dominicaine et le Kenya, sous base que Kenya estimé qu'en fait, il reconnaît que il n'y a pas assez de moyens, assez de capacité pour résoudre le problème Haïti. Il a sollicité aide la République dominicaine. N'a pas oublié que Kenya avec la République dominicaine était déjà contente sur question et militaires si obligés en Haïti, puis capable de prendre soin donc la République dominicaine. Mais là, son l'autre démarche qui fait, ok, quand que Kenya sollicité donc backup la République dominicaine pour t'as fait partie de force multinationale. Est-ce que ça, selon même, l'État bail droit à Dominicani pour voyer militaire, donc dans le pays? Bon, mon cher ami, je m'entends ça plusieurs fois et même penser que c'est une tempête non verglas. Et m'habituer à des réflexions et dans nos réflexions de collègues Vladimir Gallet, tout ça. Et je pense que c'est pas ça. Et je peux vous affirmer que mon accord entre le Kenya et la République dominicaine pour une question d'évaluation médicale.
Très bien. Ça veut dire le langage militaire, MEDVAC, Medical Evacuation. Et son accord, il y a avec eux, pour utiliser une base militaire qui est à Santo Domingo, qui s'appelle San Isidoro, une base militaire dominicaine. Par contre, changer l'hélicoptère Salvador qui est arrivé. Très bien. C'est des hélicoptères spécialisés dans la question MEDVAC, pour l'évacuation médicale, qui t'apprend 6 soldats la mission blessée, qui t'a rapidement jambé à 45 minutes, qui t'a déposé à la base militaire San Isidoro, qui est à côté, il y a à peu près 20 minutes de Santo Domingo, pour y déposer à l'hôpital après. Mais Kenya, pas une capacité ça. D'abord, son job est bali. Pour l'aller, pour la subministrer comme si pour la bail et on l'autre pays job tout ça est bali. Il a une capacité ça. Très bien. La mission a été autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Toute transformation, toute activité, tout ça que vous faites dans l'activité mission ça, l'a fait dans le cadre des Nations Unies. Correct. Et le ministre des Affaires étrangères du Kenya a été à la République dominicaine, c'était pour signer ça, pour te concrétiser. Et pas question pour demander pour lui balle aide ou bien pour lui venir aider dans ce travail-là. Non. Le Kenya n'a pas cette autorité, le Kenya n'a pas ce pouvoir. Et tout simplement, pas inviter auditeurs à garder le calme. C'est pas cette question. Et ça, n'est pas fait. Très bien. Ok, et dernière question, justement, pour nous capables de faire un entretien ça, donc, ambassadeur Edmond Boschit, l'OEA, il est clair que la démarche, donc, par les Américains, il est clair, et que, yo, by charge à l'OEA, pour capable de régler les questions haïtiennes, en mettre sur pied, donc, une force de maintien avec certains pays de l'Amérique latine, dans le Brésil, la Colombie, l'Argentine, entre autres, ok? Le Chili. Le Chili, justement, donc, maintenant, en 1965, t'as même problème ça en République dominicaine. Qui ça a changé, ok, politiquement, dans la région également en Haïti? Écoutez, et dans un premier temps, certaines réticences de la part de certains États parce que forme de ça me rappeler cette question sur l'administration de Biden. Il était soulevé. Haïti t'est demandé l'utilisation du TIA, du traité interaméricain d'assistance réciproque. Je songeais de la réunion avec Léon Charles, notre représentant Haïti, avec d'autres ambassadeurs et des États membres de l'OEA. Question ça a été soulevée. L'administration américaine qui était là, pas d'accord. Est-ce pourquoi que je pense que le fait que mon changement d'administration c'est une autre lecture. Parce que ça ne fait pas d'accord parce que je dis comme ça que pas besoin suffisamment de support à la région. Mais je voulais aller avec ça qu'il a. Bon, je dis à mieux compte que ça qu'il a pas marché, il va avoir résultat. Nous pas acheter comme moi t'as dit dans l'entrevue hier, nous pas acheter dans plein tout le temps. Dans la plein, gang va prendre plus d'espace, il y a plus de pouvoir. Nous pas chercher d'autres alternatives. Nous pensons que crise qui gagne maintenant là, nous gagnons pour obligation pour nous chercher beaucoup plus d'alternatives pour nous comment pour nous résoudre sans pour autant ne pas ignorer les initiatives nationales, des propositions haïtiennes, mais l'important, c'est nous pas battre nous mentir dans le contexte que nous vivons actuellement, nous pas qu'à dire non à assistance internationale. L'essentiel, il faut nous faire en sorte pour l'assistance internationale ça bien organisée, bien ficelée, et nous en négociation. Parce que, ouais, alors, tu parlé de l'arrivée du ministre des Affaires étrangères du Kenya en République dominicaine. Ça a vraiment nuit. Pour que le ministre est là, en République dominicaine, en République voisine, pendant ce temps, même ministre a des troupes qui basent en Haïti. Il va même penser voyager en Haïti. Bien. C'est quand même pas acceptable. Bien. Et ensuite, après sa sortie, il y a eu immédiatement aussi l'arrivée du ministre des Affaires étrangères des Bahamas à Santo Domingo. Bien. Nous, comme État, nous toujours encourager la coopération entre les États, mais je pense que c'est extrêmement important
pour nous très vigilants, pour nous suivre le processus ça, yo. Si nous avons des pays amis qui ont des rencontres avec la République dominicaine, je pense que tout est extrêmement important pour nous autres, pour nous faire des démarches, donc auprès de ces mêmes pays. Normalement, pour dire nous ne sommes pas la Dominicaine, mais moi-même, pour me venir avec une situation femme, pour me dire, de même côté, je pense que la relation bilatérale nous gagne entre nous, il faut aider tout. Parce que je pense que je dis là, il faut nous saluer un gros pas qui fait la relation haïtiano-dominicaine, locaux, parce que finalement, l'ambassadeur d'Haïti accrédité à Santo Domingo va présenter ses lettres de créance au président Abinader aujourd'hui, ce matin. Oh, ce matin, très bonne. Et si finalement nous avons un ambassadeur là, qui est en charge. On parle de qui là, au son nommé on parle de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Fritz Longchamp, qui était ambassadeur sous Préval, qui était ambassadeur aussi d'Haïti aux Nations Unies. Et lui, maintenant, il fait le secrétaire général du palais aussi. Maintenant, il a été nommé comme le nouvel ambassadeur haïtien à Santo Domingo. Je pense que nous avons la Fritz Longchamp expérience dans le ministre des Affaires étrangères, expérience de l'ancien ambassadeur d'Haïti à l'ONU. Et c'était sous pendant le ministre tout la création de la commission mixte haïtiano-dominicaine était faite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Je pense que là, les deux pays vont devoir se mettre au travail pour convoquer deux secrétariats techniques pour commencer Chita et puis on va dans quelle mesure, au moins, les deux ministres des Affaires étrangères à rencontrer bientôt parce que la prochaine rencontre réunion régionale qui va gagner là, c'est l'Assemblée générale de l'OEA à Antigua et Barbuda le 25, 26, 27 juin. Eh bien, Haïti doit profiter à travers son secrétariat technique et secrétariat technique dominicaine, travail pour préparer un agenda au moins pour deux pays, deux ministres Chita, pendant l'Assemblée générale là, ils font une rencontre bilatérale pour poser problème, pour nous commencer à discuter. Parce que moi-même, mon approche, quand il s'agit de la relation haïtiano-dominicaine, faut qu'on dialogue, faut que nous chita pour nous dire, mais ça qu'a fait là, pas supposé fait. Mais comment mécanisme gain pour me protéger, pour me battre pour la protection des droits de nos compatriotes. Mais il faut nous faire ça sur une table de négociation, parce que surtout ça a été créé pour nous négocier. Là, nous pas de négociation, pas un contact entre nous, pour qu'on ait ça qui fait black pays prière. Dans ce cas, il est important pour ça qui fait pour l'insister, pour un espace de dialogue, un espace de conversation, et pour prouver aussi à la communauté internationale, nous avons volonté pour nous chita, pour dialoguer avec notre voisin. Nous voulons poser des problèmes, nous voulons résoudre certains problèmes, notamment le problème crucial migratoire. Mais faudrait-il bien que nous ayons un espace de discussion, parce que nous pensons à partir de cette discussion, à partir de ce dialogue, il y a des bagages qui ca résoudre et il y a des problèmes nous ca poser pour nous penser à une certaine solution, qui n'est pas immédiate, mais au moins pour nous ca bloquer toute velléité de haïtianophobes, monde qui parle haïtien, de etc. Parce que c'est extrêmement important pour nous mettre l'État devant responsabilité, mais pour nous faire un bon couloir de conversation et de dialogue, nous ne pouvons pas faire autre. Très bien. Merci pour l'ambassadeur Edmond Bouchit. Nous avons pour nous faire parler encore et sur le rôle de la diplomatie dans le dossier de la restitution et de la réparation. Donc, nous allons parler de ça la semaine prochaine. Ok, absolument. Cela a été un plaisir et mes salutations à vos collaborateurs et du matin débat. Merci et à bientôt. Merci un peu. Donc là, c'était donc l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur, donc Edmond Bouchit, sur la question d'Haïti. Et je pense que nous avons une belle interview là, et c'est député Permaté d'Ato.